Infiltrée comme serveuse au gala que mon mari m'a caché, j'ai entendu un toast au futur marié. Près de lui se tenait sa maîtresse enceinte. Le lendemain matin, son retour à la maison. Je me tenais devant un miroir étroit dans le couloir de service du Grand Hôtel de Lyon. La lumière au-dessus de moi vacillait légèrement, projetant une lueur blafarde sur le gilet noir et la chemise blanche à boutons que je portais désormais. Le badge sur ma poitrine indiquait Anne. Pas mon vrai nom, juste une couverture pour me fondre dans le décor. 3 mois plus tôt, je vivais encore une vie complètement différente. Je n'étais pas une serveuse transportant des plateaux en argent. J'étais une stratège de marque senior avec un bureau d'anglais et une réputation pour lire dans les gens mieux que dans les feuilles de calcul. J'étais aussi l'épouse de Raphaël Leclerc, le directeur financier de l'une des sociétés d'investissement les plus respectées de la ville. Mais ce soir, je n'étais pas ici pour sourire ou servir des boissons. J'étais ici pour découvrir la vérité. Raphaël avait commencé à changer par petites touches. Des nuits plus tardives au bureau, des appels téléphoniques pris dans des pièces fermées, un nouveau parfum que je ne lui avais jamais acheté, des visites à la salle de sport sorties de nulle part, des coupes de cheveux qui ressemblaient plus à une préparation qu'à un entretien. Au début, je me suis dit que c'était le stress. La haute finance faisait ça aux gens. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. 2 semaines plus tôt, j'avais trouvé l'invitation dans la poche de sa veste. Le gala de charité du Lion d'Or. Sur invitation seulement. Aucun conjoint mentionné. Quand j'ai interrogé Raphaël à ce sujet, il a souri et a dit que c'était juste pour le travail. Des gens ennuyeux, des conversations ennuyeuses, rien qui ne me plairait. Mais je savais bien que non. Les hommes ne se métamorphosent pas pour des événements ennuyeux. Alors, j'ai appelé un vieil ami qui travaillait dans le recrutement pour événements de prestige. Une faveur, un uniforme, une nuit. Maintenant, j'étais là, attendant derrière le rideau de velours tandis que la musique s'échappait de la salle de bal. Des gens puissants qui riaient, des accords qui se concluaient, des vies qui changeaient autour de coupes de champagne. J'ai pris une lente inspiration et j'ai soulevé mon plateau. Certaines femmes attendent qu'on leur explique la trahison. Moi, j'étais venu la regarder se produire. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes dans un doux bruissement, et le son des voix s'est élevé comme une marée. Je me suis déplacé lentement le long du bord de la salle, mon plateau bien stable, mes yeux scrutant chaque visage qui entrait. Puis je l'ai vu. Raphaël Leclerc est entré, vêtu d'un smoking sombre sur mesure qui lui allait comme s'il avait été taillé juste pour cette nuit. Sa posture était assurée. Son sourire était détendu. C'était le sourire qu'il arborait quand il se sentait admiré. Mais il n'était pas seul. Une jeune femme marchait à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son bras comme si elle y avait sa place. Elle était grande et gracieuse, avec de longs cheveux châtains coiffés en ondulations douces qui effleuraient ses épaules nues. Sa robe était d'un vert émeraude profond et bougeait comme de la soie quand elle marchait. Raphaël s'est penché près d'elle alors qu'ils entraient. Il lui a murmuré quelque chose. Elle a ri doucement et a incliné la tête vers lui. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Cette femme, c'était Lise Cartier. Je l'ai reconnue pour l'avoir vue lors d'événements de l'entreprise. Une jeune comptable, silencieuse, jolie, invisible en réunion. Maintenant, elle était tout sauf invisible. Je les ai regardés dériver à travers la foule. Ils ne se tenaient pas la main. Ils ne s'embrassaient pas. Mais chaque mouvement entre eux était intime. La façon dont Raphaël orientait son corps vers Lise. La façon dont Lise se penchait quand il parlait. La façon dont il lui a offert une coupe de champagne et dont elle a doucement secoué la tête. Non merci, a-t-elle dit doucement. Puis elle a posé sa main sur son bas-ventre juste un instant. C'était un petit mouvement, presque rien, mais je l'ai vu. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les femmes ne refusent pas le champagne au gala de charité sans raison. Elles ne touchent pas leur ventre de cette façon à moins que quelque chose de précieux ne grandisse en elles. Raphaël l'a remarqué aussi. Ses yeux se sont adoucis. Sa main a brièvement effleuré l'épaule de Lise, protectrice, fière. Il ne se cachait pas. Il n'était simplement pas ostentatoire. Autour d'eux, les invités puissants souriaient et hochaient la tête. Je pouvais voir les regards échangés. Les gens savaient déjà. Raphaël et Lise n'étaient pas un secret ici. Je me suis approché, prétendant remplir les verres.
J'ai entendu Raphaël présenter Lise à un homme en costume sombre. Voici Lise Cartier, a-t-il dit. Elle travaille avec moi. Lise a souri et a serré la main de l'homme. Ses doigts étaient détendus et assurés. L'homme a haussé un sourcil et a souri d'un air entendu. Je voulais hurler, mais au lieu de ça, j'ai gardé mon visage calme et mes pas stables. Mon mariage se terminait juste devant moi. Et tout le monde dans la salle le savait déjà. Je n'ai pas fait tomber le plateau. Je ne me suis pas précipité vers Raphaël. Je n'ai pas confronté Lise. J'ai simplement tourné les talons et me suis dirigé vers le couloir de service d'un pas lent et prudent, comme si rien en moi ne venait de voler en éclats. Le couloir derrière la salle de bal était calme et frais. La musique forte et les rires se sont estompés en un bourdonnement lointain. J'ai appuyé une main contre le mur et j'ai fermé les yeux le temps d'une seule respiration. Ce n'était pas le moment de m'effondrer. C'était le moment de décider. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. David Dubois a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était calme et posée, comme toujours. Amélie, a-t-il dit. Est-ce que tout va bien? Non, ai-je répondu. Mais ça va aller. Il y a eu une pause. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai décrit Raphaël et Lise, la façon dont ils bougeaient ensemble, la main sur le ventre, la certitude tranquille que ce n'était pas nouveau. David a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a parlé lentement. Tu veux la vérité ou tu veux une confrontation? Je n'ai pas hésité. Je veux la vérité. Tout. Alors il te faut des preuves. De vraies preuves. Pas des sentiments, pas des soupçons, des preuves qui tiennent devant les tribunaux et les conseils d'administration. J'ai regardé en arrière vers la porte de la salle de bal. Je pouvais encore entendre Raphaël rire. Trouve-les, ai-je dit. David a expiré doucement. J'envoie quelqu'un sur place dans 30 minutes. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose changer en moi. La panique était toujours là. La douleur était toujours là. Mais maintenant, elles avaient une direction. Les femmes fortes ne s'effondrent pas quand elles sont trahies. Elles s'organisent. J'ai rajusté mon uniforme et je suis retourné au gala. Cette fois, je n'étais pas une épouse regardant son mariage mourir. J'étais une stratège qui regardait un plan se mettre en place. Raphaël a déverrouillé la porte d'entrée juste après l'aube. La maison était silencieuse d'une manière qui semblait anormale. Pas de musique douce venant de la cuisine, pas d'odeur de café, pas d'Amélie appelant d'en haut. Raphaël a laissé tomber ses clés sur la table en marbre et est entré. Amélie, a-t-il appelé? Rien ne lui a répondu. Il a froncé les sourcils et s'est avancé plus loin dans la maison. Le salon semblait normal au premier abord. Puis il a remarqué le mur au-dessus de la cheminée. Le grand tableau côtier que j'aimais tant avait disparu. Seule une légère trace de l'endroit où il était accroché subsistait. Raphaël s'est retourné lentement. La vitrine en verre était toujours fermée, mais chaque étagère à l'intérieur était vide. Mes assiettes anciennes et mes petites sculptures avaient disparu. Une sensation de froid lui a envahi la poitrine. Il s'est précipité à l'étage et a poussé la porte de la chambre. Le lit était fait, parfaitement plat comme dans une chambre d'hôtel. Les portes du placard étaient grandes ouvertes. Son côté était intact. Costume, chaussures, cravate, tout exactement là où il les avait laissés. Mon côté était vide. Pas de robe, pas de sac à main, pas de chaussures, pas même les cintres en velours que j'aimais tant. Raphaël a fixé l'espace où ma vie avait été. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il murmuré. Sur la table de nuit se trouvaient deux choses, mon alliance et une enveloppe épaisse. Raphaël a ramassé l'alliance. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Il l'a fait tourner entre ses doigts, puis l'a glissée dans sa poche. Il a attrapé l'enveloppe et l'a déchirée. La première page n'était pas une lettre. C'était un document juridique. Requérante, Amélie Dubois, défendeur, Raphaël Leclerc. Raphaël a ri doucement. C'est une blague, a-t-il marmonné. Il a tourné la page. Des photographies. Lui et Lise sortant ensemble d'un hôtel la nuit du gala, s'embrassant sous des lampadaires, avec horodatage et lieux clairs et indéniables. Sa respiration s'est accélérée.
Il a tourné une autre page. Une lettre sur papier en tête de Dubois et associés. Cher Monsieur Leclerc, nous représentons Madame Amélie Dubois dans cette procédure de divorce. À l'heure où vous lirez ces lignes, elle aura quitté le domicile conjugal. Veuillez consulter la clause 14, section B de votre contrat de mariage. Raphaël a froncé les sourcils. Le contrat de mariage. Il s'en souvenait bien. Il y avait insisté. Il a lu la clause. Si le conjoint aux revenus principaux commet un adultère prouvé, tous les biens matrimoniaux, y compris les biens immobiliers et les participations dans l'entreprise, sont transférés à la partie lésée. Raphaël a cessé de respirer. Pour la première fois de sa vie, la pièce lui a semblé plus petite, et ce n'était que le début. Le téléphone de Raphaël a vibré dans sa main. Le nom de David Dubois est apparu à l'écran. Raphaël a répondu immédiatement. David, qu'est-ce qui se passe? A-t-il exigé. C'est de la folie. Amélie a perdu la tête. La voix de David était calme et distante. Tu devrais vérifier tes emails, Raphaël. Il y a eu une pause tandis que Raphaël ouvrait son ordinateur portable avec des mains tremblantes. Un avis du conseil d'administration remplissait l'écran. Réunion d'urgence. Vote des actionnaires. Suspension de dirigeants. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il chuchoté? David a parlé lentement. Amélie a assisté à la réunion ce matin. Ses avocats étaient présents. Raphaël a senti le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi serait-elle là? Elle n'a rien à voir avec le conseil d'administration. David a laissé échapper un petit souffle. Tu n'as vraiment jamais pris la peine de te renseigner sur sa famille, n'est-ce pas? Le cœur de Raphaël battait la chamade. De quoi tu parles? David a continué. Le groupe Dubois a financé le premier investissement providentiel qui a maintenu votre entreprise en vie il y a 10 ans. Cet argent ne venait pas de capital risqueur. Il venait du père d'Amélie. La bouche de Raphaël s'est asséchée. C'était anonyme. Oui, a dit David. Volontairement. Raphaël s'est affalé sur le bord du lit. Mon père n'était pas juste un retraité qui lisait des livres. Il possédait des parts majoritaires dans plusieurs entreprises, y compris celle-ci. La voix de Raphaël s'est brisée. Amélie n'utilise même pas ce nom de famille. C'est son choix, a répondu David. Elle voulait être aimée, pas être un investissement. Raphaël a fixé le mur vide. David a porté le coup de grâce. Amélie Dubois détient 51% des actions avec droit de vote. Elle est l'actionnaire majoritaire. Raphaël a fermé les yeux. Ce matin, a poursuivi David, elle t'a démis de tes fonctions. Raphaël a murmuré, tu mens. Non, a dit David tranquillement. Tu n'as juste jamais demandé. L'appel s'est terminé. Raphaël est resté assis là, seul, entouré par la pièce vide. Pour la première fois, il a réalisé qu'il n'avait pas épousé une femme dépendante. Il avait épousé la propriétaire de tout. Raphaël avait à peine digéré le dernier appel que l'écran de son ordinateur portable a de nouveau changé. Un nouvel email est arrivé du service juridique. Objet, avis d'audit interne. Son estomac s'est noué en l'ouvrant. Une feuille de calcul détaillée remplissait l'écran. Ligne après ligne de dépenses, hôtel, vol, bijoux, salon privé, cadeaux de luxe, le tout sous des codes de projet qu'il avait lui-même approuvés. Initiative Ashton, Meridian Consulting, représentation client. Il connaissait chacune de ses charges. Ce n'était pas pour le travail. C'était pour Lise. Les mains de Raphaël se sont mises à trembler en faisant défiler la page. Les chiffres grimpaient de plus en plus haut. 342 000 €. L'argent de l'entreprise, pas sa prime, pas son salaire. Volé. Son téléphone a de nouveau vrombi. Cette fois, c'était la banque. Nous avons le regret de vous informer que tous les comptes à votre nom ont été temporairement gelés en raison de soupçons de malversation financière. Raphaël a refermé son ordinateur portable d'un coup sec. Non, non, non. Il a couru vers le placard et a ouvert le coffre-fort mural. Il était vide. Pas d'argent d'urgence, pas de documents, rien. Sur l'étagère, une petite note blanche de mon écriture. Il ne reste rien pour toi.
Raphaël a laissé tomber la note et a reculé en titubant. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait en même temps. Pas lentement, pas progressivement, tout d'un coup. L'homme qui avait contrôlé l'argent toute sa vie n'en avait plus, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Raphaël s'est assis sur le bord du lit, son téléphone à la main. Il ne restait qu'un seul numéro qu'il pouvait appeler. Lise. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde. Raphaël, qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Les gens au bureau parlent. Ils mentent, a dit Raphaël rapidement. L'entreprise essaie de se débarrasser de moi. J'ai juste besoin d'un endroit où rester quelques jours. Il y a eu une pause. Rester où? A-t-elle demandé. Avec toi, a-t-il répondu. Juste pour un petit moment. Le silence a rempli la ligne. Raphaël, j'ai vu la note des RH, a dit Lise. Tu as été licencié pour fraude. C'est juste de la politique, a-t-il insisté. On s'en sortira. Je t'ai tout promis. Lise a ri doucement, mais sans chaleur. Tu m'as promis un style de vie, a-t-elle dit. Pas un casier judiciaire. La voix de Raphaël s'est brisée. Lise, s'il te plaît. Je t'aime. Tu aimais être puissant, a-t-elle répliqué. J'aimais ce que tu pouvais me donner. Je ne vais pas gâcher mon avenir pour toi. Ne viens pas ici. Si tu le fais, j'appelle la police. La communication a été coupée. Raphaël a fixé le téléphone. Même la femme pour qui il avait détruit son mariage était déjà passée à autre chose. Raphaël n'a pas dormi cette nuit-là. Au matin, il était assis à un petit bureau dans un motel bon marché, fixant un vieil ordinateur portable. La colère avait remplacé la panique. S'ils allaient le détruire, il les détruirait aussi. Il a tapé furieusement, nom, compte, structures offshore, chaque système qu'il avait conçu pour cacher de l'argent pour l'entreprise. Il a envoyé l'email aux autorités fédérales et à la presse économique. Voilà. Maintenant, ils tomberaient tous. Mais ce que Raphaël n'avait pas compris, c'est que j'avais déjà pris les devants. L'entreprise avait volontairement tout divulgué plus tôt dans la journée, chaque compte, chaque structure, chaque irrégularité, présentée comme des erreurs causées par un seul dirigeant, lui. En envoyant cet email, Raphaël ne dénonçait pas un crime. Il l'avouait. On a frappé à la porte dans l'après-midi. 2 agents se tenaient devant la chambre du motel. Raphaël Leclerc, a dit l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique et détournement de fonds. Ils lui ont passé les menottes. Raphaël a essayé de parler. Je suis un lanceur d'alerte, a-t-il dit. J'ai envoyé les emails. L'agent a hoché la tête. Nous savons. C'est comme ça que nous avons confirmé que c'était vous. Raphaël n'a plus rien dit. Toute sa vie tenait dans un seul sac de preuves en plastique. 5 années ont passé. Raphaël Leclerc n'était plus un homme puissant. Il était le détenu numéro 741 823. Ses cheveux avaient grisonné. Ses mains étaient rêches à force de nettoyer les sols de la prison. Personne ne venait lui rendre visite, sauf sa mère, qui envoyait des lettres courtes et prudentes auxquelles il répondait rarement. L'homme qui approuvait autrefois des contrats de plusieurs millions d'euros faisait maintenant la queue pour un plateau en plastique de nourriture. De mon côté, je vivais dans un monde différent. Je me tenais sur des scènes de conférences dans des robes noires sur mesure, parlant de leadership éthique et de finances durables. Sous ma direction, le groupe Dubois s'était étendu en Asie et avait doublé sa valorisation. Les gens m'écoutaient quand je parlais, non pas à cause de mon nom, mais parce que j'avais raison. À la maison, j'avais construit une vie tranquille avec David. Nous partagions des dîners simples et des rires. Notre fille, Lise, courait dans la maison pieds nus avec des yeux brillants. Je n'ai jamais prononcé le nom de Raphaël. Certaines personnes ne méritent pas de vivre dans votre avenir. Elles appartiennent à un passé qui n'existe plus. Les gens pensent souvent que la vengeance signifie faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas le cas. La vraie vengeance, c'est de refuser de laisser quelqu'un continuer à bénéficier de votre silence. Raphaël Leclerc n'a pas perdu sa vie parce que je l'ai détruit. Il l'a perdue parce qu'il l'avait construite sur des mensonges. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne l'ai pas exposé sur les réseaux sociaux.
J'ai simplement dit la vérité dans les bonnes instances. C'est pourquoi les conséquences ont été permanentes. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez piégé dans une relation où le respect a disparu, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin d'être plus bruyant. Vous devez être plus clair.